Bonjour, bonjour à tous. Nous allons commencer par faire un petit essai de son et d'image et m'assurer que vous m'entendez et que je peux voir vos commentaires. Alors, je vois que des personnes commencent à se connecter. Je tiens également à vous présenter mes excuses à ceux qui le regarderont notamment en différé. Il y a eu un petit souci de message dans la newsletter que je vous ai envoyée en début de semaine qui annonçait ce Facebook Live pour 9h heure de Paris, alors qu'en réalité c'était bien 10h. La raison de ce décalage à 10h du matin, habituellement c'est plutôt à 9h du matin que je le fais, c'est que simplement la nuit dernière, la nuit de vendredi à samedi, je devais siéger en hémicycle à l'Assemblée nationale toute la nuit. Il était prévu qu'on travaille jusqu'à probablement au moins 4h du matin. Et puis la démission du Premier ministre et l'attente de nomination d'un nouveau gouvernement imposent de suspendre les travaux de l'Assemblée nationale le temps qu'un ministre soit nommé et puisse revenir au banc défendre son projet de loi. Nous étions en train de discuter le 3e projet de loi de finances rectificative qui a pour objectif de donner, d'apporter du budget, des crédits budgétaires, de l'argent supplémentaire aux entreprises et pour soutenir l'emploi. Je vérifie que tout fonctionne. Alors, donc apparemment vous me voyez à peu près bien. L'éclairage n'est pas terrible parce que je suis un peu en contre-jour. On va essayer de se débrouiller quand même comme ça. L'essentiel c'est qu'on arrive à se parler. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc le samedi 4 juillet. Ils ne sont forcément pas très nombreux sur ce live, mais bonne fête nationale aux Américains, dont c'est la fête nationale aujourd'hui. Je dis ça avec un petit clin d'œil à mon collègue Roland Lescure. Alors, dans les sujets que je voulais vous proposer de débattre, mais j'attends vos questions et bien entendu, j'y répondrai dans l'heure qui vient. Le premier point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, ce sont les conditions d'entrée en France. J'ai fait une vidéo hier, je sais que ça suscite beaucoup de commentaires et je voudrais vous expliquer le contexte dans lequel j'ai reçu ces informations. Alors, aujourd'hui, 4 juillet, depuis le 1er juillet, depuis mercredi, l'Union européenne, et donc la France, a ouvert ses frontières à une liste de 13 pays. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que n'importe quelle personne, quelle que soit sa nationalité, qui arrive dans l'espace Schengen ou en France, peut entrer sans aucune consigne particulière ou restriction particulière, quel que soit son statut. Donc, là, aucun problème pour venir. Et dans la 11e circonscription, ça concerne notamment ceux d'entre vous qui sont en Thaïlande, en Corée, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour ceux qui sont actuellement d'entre vous, qui sont dans un autre pays, qui ne sont pas dans cette liste-là, d'abord, si vous êtes français, avec votre passeport français, vous pouvez venir en France, rien ne vous en empêche. Si vous n'êtes pas français, ou si votre conjoint n'est pas français, là, vous entrez, pour toute personne qui n'est pas française, dans une liste de personnes, une liste dérogatoire, dont vous allez trouver toute la liste sur l'attestation de circulation internationale. Elle a un nom à peu près comme ça, qu'on trouve sur le site du ministère de l'Intérieur. Il y a une liste des personnes qui ont quand même l'autorisation de venir en France, même s'ils sont dans un de ces pays, dans un pays qui est en dehors de la liste autorisée. La question qui se pose, c'est à quelles conditions ? Et là, il y avait cette semaine une circulaire en préparation qui doit être rédigée par le ministère des Affaires étrangères qui devait donner les conditions auxquelles devaient se soumettre ces personnes soumises à exemption, c'est-à-dire autorisées à venir en France quand même si vous venez d'un pays qui n'est pas dans la liste. Par exemple, si vous venez de Russie, si vous venez de Birmanie, si vous venez de Singapour, si vous venez d'Indonésie, et que vous n'êtes pas français, les conditions sanitaires auxquelles il faut se soumettre. Et là, il y a un petit loupé qui est assez problématique. Initialement, le ministère des Affaires étrangères avait envisagé que soit imposé, avant de prendre l'avion, de présenter un test viral négatif datant de moins de 72 heures, le fameux test appelé PCR.
Et puis, en prévision de ça, le ministère des Affaires étrangères a envoyé une information qui n'est pas une circulaire, qui n'est pas une instruction au sens propre, à tous nos postes diplomatiques dans le monde pour leur dire, écoutez, on pense qu'il va y avoir ça dans les consignes, alors, pour ne pas prendre les gens en traître, informez-les qu'il va y avoir sans doute ce test. Et puis là-dessus, pendant ce temps-là, ils étaient en train de préparer leur circulaire. Et moi, je les ai eus au téléphone, et jeudi soir, il y a 48 heures, un peu moins de 48 heures, et ils s'étaient rendus compte que cette consigne était idiote, qu'elle ne fonctionnait pas, qu'il y avait plein de pays où c'était impossible. Et moi, quand je les ai eus jeudi soir, je leur ai confirmé, je leur ai dit, surtout ne faites pas ça. Il y a des pays où le test n'est pas accessible. Donc n'imposez pas quelque chose qui est impossible à faire. Ils m'ont dit, pas de problème, de toute façon, on a prévu de le supprimer, ça ne sera plus dans les consignes, on enlève cette obligation de test PCR, on va mettre simplement l'imposition notamment de quatorzaine auto-faite, c'est-à-dire on s'impose à soi-même une quatorzaine et puis on donnera un certain nombre d'indications. Ça, c'était jeudi soir. Il ne vous a pas échappé que vendredi matin, le Premier ministre a démissionné, que le gouvernement donc est tombé, et du coup, je pense que la circulaire, elle est restée bloquée sur une table quelque part. Donc on en est là. J'ai bien vu, vous êtes plusieurs à m'avoir alerté, que nos consulats, certains de nos consulats ont mis sur leur site internet qu'il y avait obligation de présenter ce test négatif. Alors on en est là, nous sommes samedi matin, moi j'ai alerté à nouveau, cette fois-ci non pas quelqu'un qui dépend d'un cabinet ministériel, mais directement du ministère pour dire alerte, alerte, il y a un gros problème là. Moi je vous le dis, fermement opposé à ce qu'on impose ce test, c'est stupide et c'est irréalisable. De toute façon, sachez aussi, alors là c'est pour ceux d'entre vous qui sont français, qui ont un passeport français, une compagnie aérienne n'a pas le droit à vous Français de vous interdire de monter dans un avion qui rentre en France. Attention, si vous devez faire une escale, si vous faites un Bangkok, Stuttgart, Paris, là c'est différent. Mais si vous faites un Bangkok-Paris avec votre passeport français, la compagnie ne peut pas vous interdire de rentrer sur le sol français et d'embarquer dans l'avion. Ça, je suis absolument formelle. C'est constitutionnel. Et arrivé à l'aéroport à Paris, on n'a pas le droit de vous refouler. Je peux vous dire parce qu'il y a eu 2 cas de Français qui ont été refoulés à Paris. C'est très vite remonté au ministère de l'Intérieur et l'employé zélé a été rapidement remis dans le bon ordre de marche. Voilà. Donc, nous en sommes là ce samedi matin. Vous êtes Français, vous pouvez rentrer en France, en tout cas par un vol direct. Vous n'avez pas aucune raison de quoi que ce soit qui vous interdise de rentrer en France directement. Si vous faites escale, c'est un peu différent. Et pour les étrangers, aujourd'hui, nous sommes suspendus à cette fameuse clause test PCR négatif ou pas. Donc, j'attends de voir les informations, mais ça, je suis absolument certaine de ce que j'ai, l'information que j'ai. Je leur ai fait répéter plein de fois, et c'est bien pas un simple conseiller, c'est bien un des personnes en responsabilité au sein du cabinet du ministère des Affaires étrangères et qui n'est pas au sein du ministère, pardon, pas du cabinet, c'est ça qui est important, du ministère, et qui m'a bien confirmé qu'il n'y aurait pas ce test. Mais tout vient de cette indication qui a été donnée au consulat. Ne prenons pas nos citoyens et les voyageurs en traite, prévenez-les qu'à partir, effectivement, je vois l'un d'entre vous qui me le met, à partir du 11 juillet, il y aura l'obligation de ce test. Sauf que depuis, réflexion faite, ils se sont dit « Ah ben non, c'est pas très facile, donc on va l'enlever ». Et ils n'ont pas donné la consigne retour. Non, finalement, arrêtez tout, n'imposez pas le test. Voilà. Donc j'en suis là. On est samedi matin. Que dans les hautes administrations, dans l'administration, personne ne travaille. Au cabinet, il n'y a plus personne. Donc moi, je suis bloquée pour pouvoir faire avancer ce dossier. Enfin, je reste pendue à mon téléphone. Et si j'ai une information, un appel, évidemment, je le mettrai tout de suite sur ma page Facebook. Mais c'est absolument... ça, c'est... Voilà, je vois Sophie qui indique PCR pour tous sous peine de ne pouvoir embarquer. Je vous confirme. Et ça, je vais essayer de me démener ce matin. En tout cas, pour ceux d'entre vous qui êtes français, on n'a pas le droit de vous empêcher de monter dans un avion qui va directement en France. Attention, j'insiste bien, si vous faites une escale, même en Europe, là, la compagnie peut vous empêcher l'embarquement. Mais si vous êtes français pour monter dans un avion qui fait, Moscou-Paris, directement, sans escale, on n'a pas le droit de vous interdire l'embarquement. Ça, c'est constitutionnel. Voilà. Donc, et si vous avez une double nationalité, surtout présentez votre passeport français. Voilà, donc le problème, il est pour cette fameuse circulaire, qui n'est pas une circulaire, d'ailleurs je tiens à préciser qu'on vous a mis la circulaire, mais je sais vraiment, il y a vraiment
une incompréhension totale. Il n'y a jamais eu de circulaire, il y a eu une instruction en disant attention, prévision 2, la circulaire qui va sortir, etc. Et tous les consulats, beaucoup en tout cas, se sont engouffrés là-dedans. Alors ensuite, on me parle de réciprocité. Alors la réciprocité, effectivement, c'est un sujet que j'ai soulevé mercredi dernier en audition publique avec le ministre des Affaires étrangères, parce que même dans la liste des pays qui a été publiée, on sait très bien qu'il y a des pays qui ne font pas la réciprocité. Et je vais prendre pour exemple le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ces pays-là, si vous en sortez, vous êtes résident là-bas, a priori, vous ne pouvez pas y revenir. Donc la réponse du ministre qui m'a été faite, c'est oui, on m'en a fait une liste, mais vous comprenez, il faut bien qu'on fasse un premier pas. On ne peut pas demander la réciprocité si nous n'affichons pas notre volonté d'ouvrir nos frontières. Voilà la réponse du ministre. Donc, sous-entendu, nous sommes en train de discuter pour demander la réciprocité. Quelle est la nature de ces discussions? Je ne le sais pas. En tout cas, voilà, sachez que moi, j'ai insisté là-dessus et la réponse du ministre était donc celle-ci. Nous devons afficher notre bonne volonté, faute de quoi nous ne pouvons pas exiger la réciprocité. Donc voilà, on en est là. C'est tout à fait absurde, c'est dramatique. Moi, je tire le signal d'alarme depuis des semaines. Je ne suis pas la seule d'ailleurs. Mais vraiment, on sent qu'il y a là des personnes qui doivent d'abord ne pas voyager, ne pas savoir ce que c'est qu'une double nationalité, ne pas savoir ce que c'est qu'avoir un conjoint d'une autre nationalité, ne pas savoir ce que c'est que d'avoir des enfants d'une autre nationalité, évidemment ne pas savoir ce que c'est que de vivre à l'étranger. Ça, pour eux, ça n'existe pas. C'est à se demander parfois même si le monde ailleurs existe pour certains personnels d'administration. Je suis un peu dure, mais bon, comme vous me connaissez maintenant, j'aime mieux parler franchement. Alors, ensuite, le Maroc. Alors, le Maroc, les informations que j'ai, oui, c'est que le Maroc a commencé à ouvrir ses frontières à ses ressortissants marocains. Il y a, je crois, 2 vols par semaine qui ont été mis en place. Je suis désolée pour ceux d'entre vous qui sont dans la 11e circonscription, mais j'avais été interpellée là-dessus, donc je préfère leur répondre. Voilà, j'ai cette information depuis hier. Je l'ai d'ailleurs de votre député. C'est lui qui m'a transmis cette information. Le problème était épineux puisque c'était plusieurs milliers de Marocains bloqués en France et qui ne pouvaient même pas rentrer chez eux. Là, je parle de Marocains. Voilà. Alors, ensuite, s'agissant toujours de ces retours, la question se pose pour les conjoints avec qui vous êtes, qui sont ni mariés ni pacsés. Là, effectivement, c'est très compliqué alors, d'abord, nos consulats peuvent commencer, et l'ont d'ailleurs déjà fait, à délivrer des visas, mais ensuite, faut-il pouvoir voyager, délivrer des visas pour pouvoir venir en France. En tout cas, pour les mariés et les pacsés, il n'y a pas de problème. Pour les non-mariés, non-pacsés, c'est à voir directement avec votre consulat. Moi, je n'interviens pas du tout sur ces cas-là. Je l'ai toujours fait depuis le début du mandat. Je considère que seul notre consulat sur place, notre service visa, est à même de pouvoir juger d'une situation pour délivrer ou non un visa. J'insiste beaucoup parce que, vous savez, nous sommes dans une période où beaucoup de nos concitoyens s'interrogent. Je ne vais pas porter de jugement de valeur, à tort ou à raison, ce n'est pas la question. S'interroge sur l'immigration en France, et beaucoup est dit souvent sur l'immigration notamment illégale, et nos services visa ont dans leur tiroir quantité d'histoires de conjoints, ni mariés ni pacsés, qui veulent absolument venir en France, et puis on découvre après que finalement c'était un prétexte, et que souvent même le français a été victime d'une arnaque de ce type-là. Les histoires existent, voilà. Donc du coup, il y a effectivement, il faut le dire, une précaution, une prudence qui fait qu'effectivement, le visa, donner un visa à un ressortissant qui n'est ni marié ni pacsé avec un ressortissant français, je sais que beaucoup de nos consulats sont hésitants et que là, en plus, ça va dépendre des pays d'origine. Il y a des pays pour lesquels il n'y a vraiment pas de difficulté, le visa est facilement donné, et d'autres avec lesquels c'est clairement plus difficile. Je le sais, mais j'ai pris le parti de ne pas intervenir. Je ne connais pas les gens personnellement, je ne peux pas m'immiscer dans des relations profondément intimes, donc je ne peux pas prendre parti, et je laisse donc cette responsabilité au service visa. Voilà. Mais en tout cas, pour tous les rapprochements familiaux, nos consulats, même pendant la crise, prenaient en considération les situations de mariage ou de Pacs pour donner le visa aux conjoints non français. Voilà. Alors, ensuite, quelles sont les autres questions
que j'ai eue. Voilà, je peux vous dire que là, j'ai été saisie, par exemple. Et je vais vous dire, pour vous montrer comment les choses se passent. J'ai une collègue qui est députée comme moi. Et la situation de séparation, dans un cas où les personnes ne sont ni mariées ni pacsées, concerne son propre fils. Eh bien, je peux vous dire que la situation est effectivement bloquée depuis 4 mois. Toute députée qu'elle est, elle suit, et ça, nous avons toujours procédé ainsi, les procédures normales pour tout citoyen. Il n'y a aucun passe-droit pour personne. Et donc, son fils attend toujours la possibilité. Lui, il est en France bloqué, où il était venu pour des vacances alors qu'il résidait dans un autre pays. Et il cherche à rejoindre sa conjointe avec laquelle il n'est pas marié ni pacsé, mais avec laquelle il a quand même acheté un appartement à l'étranger. Et bien, pour le moment, il ne peut toujours pas repartir dans son pays de résidence. Voilà, donc vous voyez que la situation, on le sait, est très compliquée pour beaucoup. C'est vraiment un cauchemar qu'on espère laisser au plus vite derrière nous, mais on voit bien qu'on n'est pas sorti d'affaire. Et puis, le virus circule toujours, partout, et on voit actuellement, même si en France, franchement, moi où je suis actuellement, le déconfinement se passe vraiment bien, on voit qu'il y a plein de pays où c'est difficile, il y a des résurgences importantes. Alors, faisons attention, il faut dire les choses honnêtement, nous avons des foyers épidémiques qui repartent et nous avons pour le moment démontré que des outils mis en place pour les circonscrire et les limiter fonctionnent. Ça fonctionne bien. À un moment, nous avions même un peu plus de 200 foyers simultanés dans toute la France. Nous sommes redescendus à moins de 100. Il y aura toujours des fluctuations comme ça. Mais il y a des pays où il y a aussi des foyers. N'appelons pas une deuxième vague, ce qui est comme chez nous un foyer de résurgence. Voilà, donc chacun essaye avec ses outils. On a tous compris dans le monde entier que la clé de la réussite, c'est de identifier au plus vite un foyer où ça redémarre et de le circonscrire, de limiter absolument la propagation à partir de ce foyer. Donc partout dans le monde, toutes les actions sont mises en œuvre pour réussir ça. Et on voit avec plus ou moins de succès. Alors, quelqu'un qui me demande comment est-il possible qu'on ne prenne pas cette situation au sérieux, c'est une question, je ne peux vous y répondre qu'avec mon intuition personnelle. Je pense que d'abord en France, je vais vous dire, depuis 3 ans que je suis parlementaire, j'ai observé une chose qui me frappe particulièrement. Dans une administration française, un agent de l'État français, donc un fonctionnaire français, la mission qu'on lui confie, c'est de mettre en œuvre des procédures et de s'assurer qu'elles tournent. On ne lui demande pas d'être créatif. On ne lui demande surtout pas de sortir de la procédure. On lui demande de suivre la procédure. Ce qui explique d'ailleurs que lorsqu'on change de procédure, on a toutes les peines du monde à faire sortir un agent d'une procédure. Et même parfois, quand on discute, je pense à certaines procédures, avec des agents en leur disant « voilà, on pense que ça serait bien d'aller dans telle ou telle direction », en général, ils freinent des cas de fer et ils préfèrent rester dans une procédure désuète, lourde, compliquée, complexe, ancienne, plutôt que de prendre l'initiative, l'audace d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est un vrai problème. Et donc, quand on leur demande en plus d'essayer d'être créatif, d'ajuster, de s'adapter aux circonstances, de comprendre, d'avoir un peu de compréhension à l'égard d'une situation, c'est très compliqué quand il y a une procédure. Et notamment, donner un visa, il y a une procédure. Alors, ensuite, malgré tout, il y a quand même un peu d'humanité et dans beaucoup de nos consulats, moi j'ai quand même observé qu'il y a beaucoup de services visa qui sont plutôt extrêmement compréhensifs. Mais avec la nuance que je vous ai indiquée tout à l'heure, attention, c'est clair, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mentir comme dit l'expression. Oui, il y a des pays avec lesquels il y a un risque clairement identifié. Ces pays, je peux vous le dire, sont identifiés par le ministère de l'Intérieur comme étant des pays dits, j'ouvre les guillemets, à risque migratoire. Et dans ces pays-là, il est plus difficile, lorsqu'on demande un visa, de faire sortir du cadre normal l'agent qui délivre les visas, qui instruit un dossier de demande de visa. C'est clair. Voilà. Il y a des pays, et dans la 11e circonscription, nous avons plusieurs pays qui répondent à ce critère risque migratoire. Voilà. Alors, ensuite, on me demande... alors, au Danemark, alors je ne sais pas si, quand vous dites au Danemark, ils ont apparemment autorisé le rapprochement de conjoints non mariés ni pacsés, est-ce que vous parlez de notre consulat, notre service des visas en France, de France au Danemark, ou est-ce que vous parlez du ministère du pays Danemark qui autorise ses propres ressortissants qui seraient en ménage avec un nom danois de revenir? Voilà. Mais en tout cas,
Ça serait quand même possible que même un service visa français soit parfois peut-être plus créatif. Alors ensuite, j'avais d'autres questions que j'ai pas eu le temps de voir passer. Alors, attendez, j'essaye d'afficher vos questions. Pourriez-vous supporter un projet de loi obligeant tous les résidents français ayant un téléphone portable? Alors là, je vous réponds tout de suite. C'est Alexandre de France qui me demande si je soutiendrais un projet de loi qui obligerait tous les résidents français qui ont un téléphone portable à utiliser l'application Covid-19. Non. Je vous le dis tout de suite, c'est non. Ce genre d'application mobile doit être facultative, c'est-à-dire la liberté de chacun de l'installer. Personne ne vous oblige à installer même l'application des impôts, impôts.gouv.fr. Personne ne vous oblige à installer sur votre téléphone portable l'application de la Caisse nationale d'assurance maladie amélie.fr. Et pourtant, si je prends les impôts maintenant, il est obligatoire en France de faire sa déclaration de revenus en ligne et pas sur un papier. Pour autant, il n'y a aucune obligation et c'est extrêmement important de respecter la liberté de chacun de mettre dans son téléphone mobile les applications mobiles qu'il veut. Je choisis ou non ensuite d'installer Facebook, que j'utilise avec vous en ce moment. Je choisis ou non d'installer les applications de messagerie que je veux ou non. Et même quand j'ai installé une application sur mon téléphone, je peux choisir de l'activer ou pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, personnellement, quand je sors de chez moi, alors en ce moment, ça me pose un petit peu des problèmes, je coupe systématiquement sur mon mobile la connexion Internet Wi-Fi. Mon téléphone ne capte aucun Wi-Fi quand je sors de chez moi, quel que soit l'endroit où je me trouve dans le monde. J'avais également pour habitude de systématiquement toujours couper mon application Bluetooth dès que je sors de chez moi. Là, l'utilisation de la fameuse application, comme je suis en milieu urbain, dense, avec beaucoup de monde, dès que je me rends dans un endroit où je vais croiser beaucoup de monde, peut-être pendant un temps relativement prolongé, là, je laisse mon outil Bluetooth connecté et en fonction. Mais en temps normal, avant qu'il y ait cette épidémie, je passais le pas de la porte de chez moi, mon téléphone portable n'avait ni Wi-Fi, ni Bluetooth. Et quand je suis à l'intérieur, même, je vais même vous dire, même à l'assemblée d'ailleurs, même chez moi, en général, je n'utilise pas mon propre Wi-Fi, bien qu'il soit d'ailleurs paramétré pour être infranchissable. Infranchissable, tout étant relatif, rien n'est impossible à un hacker. Mais voilà, donc je vous réponds pour ça. Non, je considère qu'il faut absolument respecter la liberté individuelle de chacun de télécharger ou pas ces outils numériques. Alors, ensuite, bonjour Madame la députée, Thomas qui me dit pourquoi ne pas suivre l'exemple du Danemark, comme le recommande Madame Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures, à savoir une exception de restriction en échange de preuves de relation et d'un test récent. Alors, moi je vais vous dire, pour moi, la seule chose qui vaille, c'est la preuve de relation. Le test récent, ça c'est un côté sanitaire, je suis absolument contre, et je le dirai partout, je suis absolument contre le fait d'imposer un test PCR. Alors pourquoi? Et quelle que soit la nationalité, c'est pas une histoire d'étrangers, de français, de machin, etc. Vous faire un test avant de monter dans un avion ne sert à rien, mais à rien. Parce que si vous avez été en contact avec quelqu'un qui était possible, vous avez attrapé le virus, d'abord, entre le moment où on vous dit un test de moins de 72 heures. Alors déjà, vous avez pu, dans les 72 heures qui se sont écoulées, vous avez quand même pu attraper la cochonnerie. Et puis si vous l'avez attrapé peu de temps avant le test peut être négatif. Et puis le test, il a aussi des faux négatifs. Donc, de toute façon, c'est pas parce que le test est négatif qu'à 100% vous êtes négatif et qu'en plus vous allez le rester pendant le temps du voyage. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, est-ce qu'on demande un test de dépistage de la tuberculose à quelqu'un avant de monter dans un avion? Et pourtant, je peux vous dire qu'il y en a des personnes porteuses de tuberculose qui voyagent en avion. Et en plus, elles n'ont même pas de masque. C'est stupide et c'est vraiment pour moi une atteinte à la liberté individuelle. C'est non. En revanche, informer tout le monde, alors ce n'est pas une question de nationalité, pour leur dire, si vous avez tel ou tel symptôme, surtout, là, prenez vos distances avec tout le monde. Et dès que vous pouvez consulter un médecin, oui, mais imposer un test, qu'il soit viral, hein, le fameux PCR, ou sanguin, alors c'est encore pire, ça ne sert à rien. Donc, ça n'est pas un critère de voyager. Donc moi, la réponse à votre question, c'est oui, l'échange de preuves de relation, oui, c'est vraiment une piste à explorer, mais je vous dis tout de suite, je sais que le ministère de l'Intérieur français, qui est celui qui donne, qui donne les instructions pour délivrer les visas, sera réticent avec certains pays dits à risque migratoire.
parce que le risque migratoire, il existe toujours, Covid ou pas Covid. Ça n'a rien changé. Donc je sais que certains pays, ça leur posera une question existentielle. Mais là, franchement, quand on est inscrit en tant que Français, hein, on est inscrit au consulat, on est connu du consulat, surtout pour ceux d'entre vous qui sont là depuis longtemps, ils vous connaissent, ils connaissent votre conjointe de nationalité locale, ou tierce d'ailleurs, ça peut encore être d'un autre pays. Vous pourriez avoir un conjoint philippin en Russie, hein, par exemple, ce serait tout à fait possible. Voilà, et franchement, ils vous connaissent, et là, moi je crois beaucoup à l'appréciation humaine interpersonnelle, franchement j'y crois beaucoup. Mais là, on parle d'appréciation humaine interpersonnelle, et vous allez tomber sur des gens qui sont profondément compréhensifs, et puis d'autres qui le seront moins. Mais bon, au moins, si ça peut débloquer un certain nombre de situations, il faut avancer dans cette direction-là. Donc moi, c'est ce que je dis. Alors j'attends avec impatience qu'il y ait un nouveau ministre des Affaires étrangères, et dès que c'est fait, je reprends mon téléphone, mon bâton de pèlerin, et je repars à l'assaut pour résoudre ces situations. C'est pas possible. Enfin, moi, je me rends compte parce que je vais vous dire, en temps normal, mon propre époux, je ne le vois à peu près, hors épidémie de Covid, 4 à 5 jours par mois, pas plus. On se voit toutes les 4-5 semaines, c'est tout ce qu'on peut faire, et à chaque fois on se voit 48 heures toutes les 4, à 10 jours d'intervalle, et ça fait à peu près 4-5 jours par mois maximum. Par chance, il a pu monter dans l'avant-dernier avion qui quittait Singapour avant de pouvoir arriver en France. Et je me rends compte aujourd'hui que s'il n'avait pas réussi à faire ça, on aurait été 4 mois, 5 mois maintenant bientôt sans se voir. Et donc vraiment, je pense à vous tous et c'est pas possible. Il faut vraiment trouver une solution. Donc je reprendrai mon bâton de pèlerin. J'ai vu passer la question, quels sont les pays à risque? Alors, dans la 11e circonscription, les pays considérés à risque migratoire, je suis certaine, je peux parler des Philippines. Je suis certaine que un pays comme l'Indonésie n'en est pas un. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire, je suis certaine que le Japon n'en est pas un, l'Australie n'en est pas un, la Nouvelle-Zélande n'en est pas un, la Chine n'en est pas un. J'ai un tout petit doute sur la Chine. Permettez-moi de reprendre ce que j'ai dit, j'ai un tout petit doute sur la Chine. Les pays d'Asie du Sud-Est, je ne suis pas sûre de moi, mais je n'ai pas notion qu'il y ait de risque migratoire du tout. Et j'ai un doute sur la Russie. Donc je ne me prononcerai pas. Chine et Russie, je ne me prononcerai pas. Je suis certaine sur les Philippines. Certaine. Voilà. Alors, ensuite... alors, c'est quand même fou, me dit Bochou, qu'ils organisent des ouvertures de frontières pour des raisons touristiques. Alors, pas tout à fait. C'est pas tout à fait vrai, ça. Attention, hein. Les ouvertures de frontières, actuellement, sans aucune restriction, sont vraies uniquement pour les personnes qui proviennent des pays de la liste, des 13 pays de la liste qui a été publiée, qui sera revue tous les 15 jours. Hein. Et là, ce n'est pas une question de tourisme ou pas de tourisme. Ce n'est pas lié au tourisme. Hein. Au sein de l'espace Schengen, c'est quelles que soient les conditions, c'est vraiment pas la raison touristique pour laquelle on ouvre les frontières. Hein. C'est toute raison confondue. On ouvre les frontières tout court. Pour les pays qui sont en dehors de la liste, là, au contraire, je vous disais tout à l'heure, il y a des exemptions des personnes. C'est interdit à toutes les personnes qui viennent de ces pays-là, sauf aux Français. Et donc, les personnes qui ne sont pas françaises, qui viennent d'un pays en dehors de la liste des pays autorisés, certaines peuvent bénéficier d'exemptions et peuvent venir quand même. Ce n'est pas des raisons touristiques, hein, pas du tout. Hein. Ça va être des raisons justement familiales, professionnelles particulières, des étudiants, etc. Donc attention, il y a une liste d'exemptions. Et encore, professionnel, c'est quand on travaille dans certains secteurs uniquement, pas dans tous. Voilà, donc attention, ce n'est pas du tout touristique. Le tourisme n'a rien à voir avec ça, du tout, du tout. Alors, Anne, la CFE ne prend plus les appels téléphoniques Covid-19, ce qui est problématique pour des dossiers complexes. Oh, c'est pas possible, ça. Bon, eh bien, ça va être noté, Amélie. Je reprends mon téléphone lundi matin pour voir avec la CFE. C'est vraiment dommage de voir qu'on a réformé la CFE pour lui donner des leviers d'action, d'activité, pour pouvoir accueillir beaucoup plus d'adhérents, pour pouvoir être beaucoup plus efficace, pour pouvoir être au plus près des besoins, pour pouvoir être plus agile, et puis de voir qu'au bout du compte, il y a des problèmes strictement opérationnels comme ça, qui clairement vont l'empêcher de se développer, parce que quelques personnes qui se posent la question d'intégrer à la CFE et qui se découvrent ce problème d'accueil téléphonique, ben on n'y va pas. Hein. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais qu'ils ne saisissent pas l'opportunité qu'on leur donne pour être utiles et efficaces et répondre aux besoins, ça me met en colère, et vous l'entendez. Alors, le test PCR 72 heures est imposé par la Thaïlande au départ pour ceux qui sont autorisés à revenir en Thaïlande, donc départ de France. Alors, ben oui, et c'est justement
Michel, cet exemple de la Thaïlande qui m'a servi pour signaler, parce que je peux vous le dire, les Français qui étaient bloqués en Australie et qui, pour seule technique de retour en France, avaient trouvé un vol qui passait par Bangkok, se sont vus imposer ce test par la Thaïlande, d'ailleurs sans préavis. Et c'est bien avec cet exemple de la Thaïlande que j'ai agi auprès du ministère des Affaires étrangères français en leur disant « Malheureux, ne mettez pas ce test, on a l'exemple de la Thaïlande qui l'a mis, c'est un cauchemar !» Parce qu'à l'époque, en Australie, le test était inaccessible, on ne pouvait pas le faire. Donc il y a plein de Français qui avaient acheté un billet, qui se sont retrouvés avec un billet dépensé, et puis la compagnie leur a dit bah, « Vous l'avez annulé, mais ce n'est pas à cause de moi, vous n'avez pas eu le test, donc moi je ne vous rembourse pas. » Vous voyez un peu les drames que ça peut faire. Donc c'est vraiment fort de cette expérience que j'ai dit au ministère, mais surtout ne faites pas ça. Et qui m'ont dit oui, vous inquiétez pas, on enlève cette condition. Donc en tout cas, je comprends que ce n'est pas fait. Alors, j'en faisais une question, dit Alexandre, exceptionnelle de responsabilité nationale. En cas de seconde vague, les conséquences économiques seront dramatiques, voire irrémédiables. Cela, à mon avis, mérite une exception. Je précise être un fervent supporter, mais pas d'accord avec vous sur ce point. Alors, Alexandre, si vous pouvez juste préciser votre point. Alors, la seconde vague, je vais être extrêmement prudente sur le plan sanitaire. Une seconde vague, pour moi, ça serait une situation dans laquelle, à nouveau, notre système de santé serait remis sous tension. Ça serait ça une seconde vague. Ou bien localement, sur une région, ou bien de façon nationale, ce qui serait encore plus dramatique. Et c'est bien tout ce travail qui est fait en France, et pas qu'en France. Enfin, moi, je m'intéresse à la France pour essayer de repérer au plus vite les foyers où ça pourrait démarrer et les circonscrire au plus vite pour éviter toute diffusion et toute situation. Donc la deuxième vague, voilà, c'est pour ça que même quand la presse parle de « attention, une deuxième vague », je ne sais pas qu'on parle d'une deuxième vague en Japon, en Corée, non, soyons précis sur les mots. Ils ont eu, eux aussi, des foyers de résurgence. Mais ils n'ont pas eu de seconde vague, au sens où d'un seul coup, il y avait un emballement de la contamination. L'emballement peut être local, mais il a été circonscrit. Et quant à imposer le port de masque, qu'en pensez-vous? Alors, le port du masque, moi je vais vous dire, donc maintenant qu'on connaît la façon dont ce virus se transmet et dont il se développe, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut être porteur sans aucun symptôme, et qu'a priori, selon certaines études épidémiologiques, ça peut être dans une population 30% des personnes qui se trouvent être porteuses sans aucun symptôme. On a des modèles qu'on a beaucoup étudiés, notamment à travers les bateaux de croisière, ou le bateau militaire également. Le bateau militaire français, le Charles de Gaulle, a été un excellent exemple épidémiologique. On sait que 30% des personnes peuvent être porteuses sans exprimer de symptômes. Donc, ceci veut dire qu'il faut pouvoir se protéger. Alors, en France, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun, et pour les avoir pris, je vous confirme, c'est bien respecté. Franchement, pas de souci, les gens portent tous un masque. Maintenant, on n'a pas rendu le port du masque obligatoire partout, et ça repose sur le fait notamment que quand on est à l'extérieur, qu'on va se promener dans un parc ou dans un jardin, qu'on croise personne ou seulement à une distance très éloignée, le masque est inutile, ce qui est techniquement vrai. Mais en pratique, il y a un point qu'on oublie, c'est que si je sors de chez moi et que je vais à mon bureau à l'Assemblée, je vais donc faire un bout de trajet sur centaines de mètres sans croiser personne, en plein air, pas besoin de masque. J'arrive dans les transports en commun, masque obligatoire, il faut donc que je le mette. Je sors des transports en commun, je suis à nouveau à l'extérieur sans croiser personne. J'enlève le masque. Et puis ensuite, j'arrive au bureau. Là, moi, à l'Assemblée, le port du masque est obligatoire, je le remets. Les moments où on doit enlever, remettre le masque sont des moments critiques. Car on va le toucher, le tripoter, on va le mettre où? Dans son sac à main, où il va tripoter, je sais pas quoi, ou dans son sac, ou sa poche, encore pire. Donc, et puis alors après ça, voilà, je le mets dans ma poche, et puis après, dans ma poche, je vais aller attraper mes clés. Et donc, ce sont des situations où je peux me réinfecter moi-même si mon masque avait été contaminé. Donc, franchement, les situations où on doit être conduit à enlever et remettre son masque, pour moi, sont des situations à haut risque de contamination. Donc, on devrait, peut-être pas le rendre obligatoire, mais en tout cas, transmettre ce message en disant, écoutez, vous sortez dehors, mettez le masque. Mettez le masque. Si vous êtes sûr d'aller uniquement en forêt, moi j'étais à la campagne il y a une quinzaine de jours, si je sors en forêt et que je suis absolument sûr de croiser personne, là je ne vais pas mettre un masque en pleine forêt, on est d'accord. Mais si je suis en milieu urbain notamment, où je vais avoir des situations où un coup j'ai du monde, un coup j'ai personne, franchement, la responsabilité individuelle de chacun, c'est de mettre un masque. Franchement, je crois beaucoup à la responsabilité individuelle de chacun et de réserver l'obligation
qu'à des situations particulières, par exemple les transports en commun. Il y a certains magasins à Paris qui imposent le port du masque quand on entre chez eux. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça personnellement très bien. Pas d'opposition à ça. Alors, attendez. Alors, c'est possible de réciprocité en ce qui concerne l'ouverture. Alors, j'ai évoqué la réciprocité, hein, Francis. Je l'ai évoqué déjà. Voilà, le principe, je rappelle, c'est la France ouvre ses frontières à une liste de 13 pays. Même parmi ceux-ci, certains n'appliquent pas de réciprocité. Mais le discours du ministre, mercredi dernier, c'était de dire si on ne montre pas notre bon vouloir, on n'a aucune chance de pouvoir négocier une réciprocité. Donc ça nous permet d'entamer un dialogue de demande de réciprocité. Alors, bonjour madame, nous rentrons en France après avoir vécu 15 ans en Australie. Concernant l'inscription de nos enfants à l'école élémentaire et maternelle, votre rapport indiquait une dérogation pour les Français vivant à l'étranger mais rentrant en France concernant la zone géographique pour choisir l'école de nos enfants. Qu'en est-il? Alors, oui, effectivement, c'est ce qui a été demandé. Je vais vérifier, ça fait partie d'ailleurs de... J'ai fait une note il y a 15 jours directement au président de la République pour l'alerter sur le nombre très important, en tout cas beaucoup plus important que d'habitude, de Français qui, comme vous, vont rentrer en France, soit parce que c'était prévu, soit parce que les conditions, les circonstances les obligent à rentrer en France. Et je voulais l'alerter là-dessus parce qu'il y a un certain nombre de procédures qu'il va falloir considérablement simplifier et l'inscription des enfants à l'école en fait partie. Donc, évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment, je n'ai pas eu de retour, mais comptez sur moi. Je le note maintenant. Alors, Stéphanie qui est présente, Stéphanie, si tu peux, un petit mot pour toi. C'est ma collaboratrice qui suit en même temps le live. Si tu peux noter cette demande, le premier point tout à l'heure sur l'accès téléphonique de la CFE, le deuxième, c'est l'inscription dans les écoles en France des enfants qui rentrent de l'étranger, que je puisse poser la question. Alors, à tous, je vous dis, autant la CFE, organisme privé, je pourrais les appeler dès lundi, autant l'inscription dans les écoles, ministère de l'Éducation nationale, il faut qu'il y ait un ministre pour que je puisse vous répondre. Mais je vais me renseigner. Et puis au fur et à mesure, je mettrai les informations sur ma page Facebook pour que vous puissiez retrouver les réponses. Et n'hésitez jamais, si vous ne voyez pas la réponse arriver, à me relancer. C'est peut-être que la réponse tarde du côté du ministère. Alors ensuite, je vis en Suède où presque personne ne porte le masque et où les cas de contamination continuent. Je suis rentrée en France mercredi sans problème avec mon passeport français. En revanche, il faut penser à porter le masque et notre température a été prise à la porte d'embarquement. Je conseille aussi d'avoir avec soi un document justifiant de sa résidence lors de son retour dans le pays où l'on réside. Oui, ça c'est un point important que soulève Noémie. Lorsque vous décidez de revenir en France, attention, avant de quitter votre pays de résidence, vérifiez bien les conditions de retour dans votre pays. J'ai eu le cas, je vais vous donner l'exemple récemment de quelqu'un qui était... c'était en Australie. Alors, ce n'était pas un Français, mais c'était le conjoint étranger d'un Français. C'était quelqu'un qui était un ressortissant d'un pays africain, je crois un Égyptien, et qui m'interpellait, moi, via un de mes collègues députés, pour savoir s'il pouvait venir en France ou pas. Bon, ben, lui, il venait d'Australie, oui, il peut venir en France, mais on lui a dit, sauf qu'on ne vous le recommande pas, parce que si vous venez en France, vous ne pouvez pas repartir chez vous. Il devait venir à un mariage en France. Donc, il ne pouvait pas repartir en Australie. Voilà, alors... Voilà, la réciprocité, Marie-Christine qui signale que la réciprocité d'ouverture des frontières n'existe pas et prend l'exemple de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc je reviens sur cette histoire de réciprocité. La France a ouvert avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'idée étant d'ouvrir un dialogue avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour qu'il y ait une réciprocité qui soit mise en place. Si on ne donne pas l'exemple, on ne pourra pas la négocier, nous disait le ministre mercredi dernier. Alors, concrètement, ce sera ma dernière question. Ma conjointe qui est russe, avec qui je ne suis ni mariée ni paxée, elle a un visa Schengen valable. Ah, elle a son visa Schengen valable jusqu'au mois d'octobre. Avec qui je n'ai aucune preuve de relation sérieuse, bon, etc. Mais juste des photos, etc. Alors là, je vous arrête tout de suite. Si elle a un visa Schengen valable jusqu'au mois d'octobre, elle ne fait peut-être pas partie, effectivement, de la liste des personnes soumises à exemption. Eh bien, ça va être soumis au bon vouloir du consul général de France à Moscou. J'ai plein de cas avec la Russie. C'est intéressant parce que vous n'êtes pas le seul. Les cas qui on m'a signalés, c'est des cas comme ça, avec exactement votre situation, c'est la Russie. Principalement, c'est vraiment le gros pourvoyeur de cas comme le vôtre. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe si vous êtes nombreux à m'avoir sollicité. C'est donc que notre service visa là-bas est extrêmement prudent et frileux.
Bon, je repasserai un petit mot. Il se trouve que j'ai envoyé un mot à votre consulat hier soir. J'attends leur réponse, mais sur un autre sujet, mais pour vous dire que je communique avec eux régulièrement. Voilà, c'est terrible. Vous soulevez une situation terrible. Je n'ai pas de réponse à vous apporter. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est vraiment une décision ensuite personnelle de notre consul, notre service visa sur place. Alors, Madame la députée, le Cambodge n'est pas sur la liste des 14. Il n'y a aucun décès et très peu de cas. Alors, pourquoi ne pas avoir inclus le Cambodge sur cette liste? Bien, alors j'ai posé justement la question jeudi soir quand j'ai eu le cabinet du ministre des Affaires étrangères en ligne. Je leur ai dit, parce que le Cambodge, mais on a la même chose en Birmanie, on a la même chose au Laos, on a la même chose au Vietnam, et je leur ai dit, mais voilà, c'est profondément injuste. Alors, cette liste de pays, de 14 pays, a été établie par l'Union européenne, et la France reprend cette liste. C'est donc une discussion des ambassadeurs au sein alors, comment ça s'est fait? Les commissaires européens ont discuté ensemble, ont discuté, alors c'est précisément l'ambassadeur de France auprès de l'Union européenne, comme on a l'ambassadeur de chacun des 27 auprès de l'Union européenne, ils se sont regroupés et chacun est arrivé avec sa petite liste de remontées des différents pays où ils ont des représentations diplomatiques. Et la France, évidemment, a remonté les informations disant que, bah oui, Cambodge, enfin Asie du Sud-Est, c'est bon, quoi, on peut y aller. Mais là, il fallait se mettre d'accord à 27. Vous me voyez venir. Les 27 n'ont pas été d'accord et certains pays n'ont pas été d'accord, notamment mettre en doute la fiabilité des données dans ces pays-là. Bon, moi, je ne suis pas d'accord, je l'ai dit depuis le départ, je l'ai redit jeudi soir. Nous, côté français, je peux vous dire, même notre ministre est tout à fait conscient qu'il n'y a pas de souci de fiabilité des informations que nous recevons de ces pays-là, mais reste à mettre d'accord les autres pays européens. Et l'idée, là, cette fois-ci, c'est de montrer que l'Europe parle d'une seule voix. Donc, il n'est pas question que la France sorte, pour le moment, de la liste des pays sur laquelle l'Europe s'entend. On doit tous parler d'une voix commune. Donc, pour le moment, au sein des 27, il y a des désaccords sur la qualification des pays d'Asie du Sud-Est, mais vous pouvez compter sur la France pour faire peser la décision dans l'autre sens et inclure ces pays dans la liste des pays autorisés. Donc voilà, maintenant c'est à la France de faire son boulot et de convaincre ses petits camarades des 27. Alors, ensuite, voilà, donc le même cas avec une personne qui réside à Singapour avec un visa valide. Elle a rencontré l'officier d'état civil, il a donné un avis positif. Peut-elle venir en France actuellement? Alors, Singapour faisant partie des pays qui sont en dehors de la liste des 14, il faut regarder si votre conjointe bénéficie des cas d'exemption. Et là, franchement, l'officier d'état civil au consulat de France de Singapour doit être capable de vous dire. Elle est longue, la liste des exemptions. Moi, je ne l'ai pas en tête. C'est la liste qui figure sur l'attestation de déplacement international du ministère de l'Intérieur. Donc, il faut regarder ça. Mais attention, elle est birmane. Elle repart en France. Si vous devez revenir à Singapour après, vous savez comme moi je suis bloquée, je ne peux pas revenir. Donc, voilà, il faut juste faire très, très attention à ça. Mais voilà, franchement, contactez l'officier d'état civil à Singapour et il vous dira si elle fait partie ou si elle peut rentrer dans la liste des exemptions. Mais des cas de mariage prévus en France, on en a plein. J'espère vraiment pour vous tous qu'on va sortir de ce cauchemar, parce que c'est vraiment un cauchemar. Alors, Michel Ager qui dit « Ce n'est pas l'ouverture des frontières françaises qui fera ouvrir les frontières thaïlandaises, mais la circulation du virus trop élevée dans l'Union européenne. » Oui, et c'est là qu'on voit le déséquilibre. Effectivement, l'Europe a ouvert ses frontières. Les 14 pays qui sont dans la liste sont des pays dans lesquels la circulation du virus est égale à celle qu'elle est en Europe ou encore moins importante. Donc, ce sont des pays qui font comme nous ou mieux que nous. Donc, si on regarde la situation de l'autre côté, c'est-à-dire que pour eux, l'Europe fait comme eux ou pire qu'eux. Voilà. Donc, il faut se mettre, faut qu'on soit tous dans la même situation pour qu'on arrive à ouvrir les frontières des deux côtés. Mais à un moment où la situation dans l'Union européenne sera équivalente à ce qu'elle est en Thaïlande, il faut qu'à ce moment-là, nous, on ait montré qu'on ait ouvert nos frontières. Ne perdons pas de temps, arrêtons de perdre du temps. Voilà. Et sachant qu'attention, cette liste de 14 pays, elle sera revue
toutes les 2 semaines. Hein, donc faites très attention, vérifiez bien, soyez bien conscients que si la circulation du virus devient incontrôlable, par exemple en Thaïlande, la Thaïlande pourrait sortir de ça. Je dis la Thaïlande ou n'importe lequel, ou l'Uruguay qui fait partie de la liste, par exemple, hein, ou le Monténégro. Voilà. Donc soyons extrêmement prudents, vraiment pour les mois qui viennent, et je pense qu'on en a encore pour 1 an. Je pense. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les précédentes pandémies, c'est sur une période d'à peu près 18 mois avant qu'on en sorte vraiment. Donc on a encore pour environ 1 année, une bonne année, avant vraiment de pouvoir mettre derrière nous cette histoire de coronavirus, je l'espère. Et ça, je ne parle pas d'une histoire de vaccin, c'est juste que l'évolution naturelle du virus fait qu'il pourrait s'éteindre. Et si on continue à prendre les mesures que nous prenons tous dans le monde entier, il pourrait s'éteindre naturellement et petit à petit développer aussi une immunité collective qui fait qu'il commence à avoir du mal à circuler. Et c'est ce qu'on a vu avec le précédent coronavirus, celui qui s'était développé notamment à Hong Kong en 2003, le SARS à l'époque. Alors, ensuite, précision importante sur l'Australie, nous dit Sébastien. Le Home Affairs australien n'autorise pas les Français binationaux à quitter l'Australie, sauf exception très limitée. Comme quoi la binationalité, parfois, n'est même plus forcément un avantage. Voilà, c'est ces petites informations, merci Sébastien de le porter à notre connaissance, ces particularités, et je pense que tous les pays au monde sont dans la même situation. Il n'y a pas que la France. Chaque pays va prendre des décisions qu'il juge les plus raisonnables pour sa situation sanitaire. Chaque pays veut protéger son système sanitaire, sa population, prise dans son ensemble. Donc chaque pays peut être amené à prendre des décisions et à les modifier du jour au lendemain. Donc tous où que nous soyons, nous devons vraiment être vigilants à ça. Et puis, ma foi, accepter quand un pays, bon, je vois l'Australie, c'est très dur pour ceux qui avaient envisagé ou avaient pris l'habitude de rentrer tous les étés en France, passer des vacances, c'est très très dur. Mais il faut comprendre ce souci des pays à se protéger eux-mêmes. Aucun pays n'a envie de voir sa population décimée ou ses hôpitaux effondrés du fait d'une circulation intense d'une épidémie. Alors, en Thaïlande, 0,4 depuis 39 jours. Voilà, mais il faut être extrêmement prudent, et tant mieux pour la Thaïlande. Mais je crois que c'était en Nouvelle-Zélande qui n'a vu aucun cas pendant très longtemps. Et la première ministre, Jacinda Ardern, qui est une femme extrêmement prudente, qui avait annoncé l'éradication de l'épidémie, patatras, elle a eu 2 cas importés, certes, mais elle a eu 2 cas. La Chine aussi, même chose, qui avait annoncé la fin de l'épidémie, patatras a eu des cas. Et les cas en Chine, au départ, en tout cas les premiers cas repérés, étaient des cas importés. C'était beaucoup d'ailleurs des Chinois qui revenaient en Chine parce que la Chine avait mis une interdiction même à ses propres ressortissants de revenir dans un premier temps. Et puis quand elle a accepté qu'ils reviennent, c'est eux qui ont apporté le virus. Quelques étrangers aussi, mais et principalement les Chinois qui revenaient. Et puis à partir de là, on a commencé sur la région de Pékin à avoir des cas de transmission locaux, c'est-à-dire que ces importés ont transmis à d'autres qui ont commencé à se transmettre entre eux. Donc tant mieux pour la Thaïlande si elle a 0,4 depuis 39 jours, mais on sait que du jour au lendemain, cette donnée peut être balayée. Donc il faut être souple, il faut avoir surtout des moyens, et chaque pays le sait et prend ses décisions. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour pouvoir le plus rapidement possible contrôler une résurgence de l'épidémie? Et là, on voit bien que la personne de passage, celle qui va venir passer 15 jours, venir pour un mariage en Thaïlande, par exemple, si tant est que les frontières avaient été ouvertes, et puis repartir après, en attendant, elle a pu rencontrer plein de monde et transmettre leur virus. Donc on voit, voilà, chaque pays fait au mieux qu'il peut. Tous les pays, on voit bien dans le monde entier, ont pour souci, je sauve des vies et je protège mon système de santé. Et puis ensuite, j'essaye de faire vivre mon économie au mieux possible. À part les Américains, M. Trump, d'ailleurs, ce n'est pas tous les Américains, M. Trump qui a voulu mettre l'économie avant la santé, la Suède qui a fait un chemin un petit peu particulier. Voilà, on est tous à dire, 1, la santé et les vies, et 2, notre système de santé. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Attendez, j'ai vu passer, il faut que j'arrive à aller voir. Alors, en Russie, oui, alors effectivement, en Russie, on a 150 millions d'habitants. Si on attend que le virus soit à 16 infectés pour 100 000 habitants, nous n'allons pas voir nos conjointes avant fin 2021. Oui. Voilà, ça montre que les critères qui ont été choisis, alors le chiffre auquel fait référence Bochouk, c'est
que l'un des critères pour décider d'ouvrir les frontières ou pas, c'est que le nombre de nouveaux infectés, le taux, ce qu'on appelle l'incidence, le nombre de nouveaux cas de la maladie, c'est le nombre de nouveaux cas, hein, pas le nombre d'infectés, parce qu'on sait qu'il y a des infectés qui n'ont pas de symptômes. Le nombre de nouveaux cas, donc ceux qu'on repère, soit inférieur à 16 personnes pour 100 000 habitants, inférieur ou égal à 16 pour 100 000 habitants, qui est aujourd'hui la moyenne européenne. Voilà. Mais Boutchouk, on n'a pas... alors, ce chiffre, d'ailleurs, dépend aussi du nombre de tests qui peut être fait. Hein. Donc, il y a des pays qui font plus ou moins de tests. C'est pour ça qu'il y a d'autres éléments qui ont été mis dans la balance également. En Russie, vous avez moins de 16 pour 100 000 habitants, me semble-t-il, enfin, à vérifier, il me semble. Alors, la possibilité d'immunité collective est remise en cause par de nombreux scientifiques du fait de la durée limitée de l'immunité. Alors oui, en plus, il y a ça qui s'ajoute à la situation. C'est que c'est bien de croiser le virus et de se protéger, de développer des défenses, mais encore faut-il que ces défenses tiennent dans le temps. Et on n'a pas encore de données précises. Il semble qu'elles soient limitées. Mais je voudrais dire que la grippe saisonnière, c'est l'exemple typique, où les rhumes saisonniers, qui d'ailleurs beaucoup sont à coronavirus, sont une immunité croisée collective, mais limitée dans le temps. L'année suivante, notre immunité contre la grippe, si on l'a attrapée la première année, elle est extrêmement affaiblie, elle est pratiquement inexistante. Donc c'est la même chose. Donc ça ne veut pas dire que l'immunité collective n'est pas intéressante, parce que l'immunité collective, elle peut permettre pendant une période donnée de couper complètement la circulation du virus et du coup de soulager énormément le système de santé et de revenir à un système qu'on contrôle. Donc elle n'est quand même pas inutile, l'immunité collective sur un temps donné. Les possibilités avec la Chine. Ah, la Chine. Mais on voit bien avec la liste qui a été publiée que les négociations sont en cours. Alors, mercredi prochain, je suis invitée avec d'autres de mes collègues par l'ambassadeur de Chine à Paris, M. Liu, à déjeuner. Alors, j'espère que nous aurons des informations plus précises. Et comptez sur nous pour dire ce que nous attendons, ce que nous souhaiterions de la part de la Chine pour la liberté de circulation. Alors, mon mari taille a un visa valide jusqu'à avril 2021. Nous comptons rentrer en France fin août. Nous n'avons pas encore de résidence principale en France, bien sûr. Mon mari sera-t-il autorisé à rentrer avec moi? Ah bah, alors, bon, c'est typique, Olivia, d'une situation, ce que vous décrivez. Votre mari n'est pas sur la liste, effectivement, des situations d'autorisation à venir quand même en France. C'est typique d'une situation où il faut voir notre consul général de France à Bangkok. Il faut prendre contact avec elle pour lui exposer votre situation. Le visa est là. En tout cas, juridiquement, il n'y a pas d'obstacle. D'abord, bon, fin août, c'est un petit peu loin. J'espère que d'ici fin août, les conditions seront plus souples. Enfin, je comprends que vous ayez envie dès maintenant d'être assuré et de savoir ce que vous pouvez faire. Franchement, prenez contact. Dans votre cas, je trouverais mais ahurissant qu'on ne donne pas la possibilité à votre mari de rentrer en France, de rentrer dans les listes d'exemption. Voilà, voilà, franchement, prenez contact. Mettez-moi un message après parce que vous ne serez pas la seule. Et voilà l'exemple typique de situation pour laquelle je suis prête à monter au créneau. Je vous disais tout à l'heure que je n'interfère pas avec les octrois de visa. Mais là, le visa, il a été délivré. C'est plus un sujet de visa. C'est un sujet humain, purement humain. Si vous n'avez pas la réponse dans les jours et la semaine qui vient à votre situation, reprenez contact avec moi par email, que je puisse intervenir et monter au créneau, parce que vous n'êtes pas la seule, et franchement, je trouverais ça absolument invraisemblable. Et oui, on a parlé d'ouverture. Écoutez, pour la Chine, attendons mercredi midi si j'ai quel retour j'ai de l'ambassadeur M. Liu, dont vous savez tous qu'il a été particulièrement incorrect avec l'Occident et particulièrement à l'égard de la France. Il m'a d'ailleurs vivement épinglé sur les réseaux sociaux, mais je dirais ce que je pense, et a priori il n'est pas rancunier puisqu'il m'a invité à déjeuner mercredi midi, donc ça nous permettra d'échanger directement. Alors, nous attendons, nous dit Isabelle, comme le dit Sébastien, en effet une autorisation des autorités australiennes, et oui, nous rentrons en France de façon définitive. Ah oui, ça c'est oui. Et là le problème du côté australien. Je n'ai aucun doute sur le fait que nos autorités, nos responsables diplomatiques et consulaires français ont forcément un dialogue soutenu avec les Australiens pour leur expliquer la situation. Et là, je me dis que les Australiens... Alors, Stéphanie, toi qui m'entends, est-ce que tu peux rajouter sur ma petite liste, ma to-do list, de passer un petit appel téléphonique à M. Brendan Byrne, qui est l'ambassadeur d'Australie en France, que je connais bien.
Je vais lui soumettre la situation. Et il va falloir qu'il me réponde, Brendan, pour l'Australie. On ne sait jamais. Vous savez, il faut enfoncer des clous plein partout pour qu'on puisse monter une maison, faire tenir une poutre. Alors, cette pandémie est du pipeau. Il y a un virus, certes, mais ce n'était pas le grand Satan annoncé, nous dit Stéphane. Stéphane, je vous propose de dire ça aux EHPAD en France, aux maisons de retraite, au personnel hospitalier qui a travaillé dans le Grand Est, dans la région parisienne. Dites-leur que c'était du pipeau. Hein, une pandémie, ça répond à des critères précis. Non, ne propagez pas ce type d'informations. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Mais un virus qui a un taux qui fait que quand une personne de plus de 65 ans, parmi les décès, 2 personnes sur 3 ont plus de 65 ans. Si vous aviez vous-même, votre grand-mère, votre grand-père décédé d'une épidémie de virus, un collègue très proche décédé du Covid, du coronavirus, vous ne pourriez pas dire cela. Franchement, il y a des zones géographiques, des hôpitaux dans lesquels c'est une douleur immense et nos personnels soignants ont été profondément marqués par la situation. Donc ne dites pas ça. Il y a une épidémie, elle est prise très au sérieux et on fait ce qu'il faut pour protéger des vies, sauver des vies. Maintenant, si c'est votre souhait de ne pas sauver la vie des personnes plus âgées, libre à vous. Ce n'est pas ma conception de la vie et de la vie en société. Alors, Jérémy qui nous dit « L'attestation de déplacement dérogatoire ne comporte que 4 cas possibles. » Ah ben non, moi je l'ai vu encore ce matin, elle était immense. C'est vraiment très limité en ce qui concerne toutes nos situations particulières. Il serait nécessaire de revoir cette liste. Stéphanie, là aussi, toi qui m'écoutes, est-ce qu'on peut travailler sur cette liste, la retrouver? Je l'ai lu encore ce matin, mais je ne sais plus sur quel support. En plus, c'était sur le site d'un consulat de France. Allez, je vais retrouver cette liste, je vous la mettrai sur ma page Facebook. Mais de toute façon, vous êtes plusieurs à avoir présenté votre cas. Bah oui, je vois bien qu'il y a des situations qui ne sont pas dans la liste. Il va falloir faire quelque chose à cette liste. Voilà, alors une attestation sur l'honneur. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir dit ça. Une attestation sur l'honneur de vie commune devrait suffire comme le DAR. Ah, voilà revu. Je suis désolée, il y a eu un petit moment de flottement où d'un seul coup, ça me disait que j'étais déconnectée. La police de l'air et des frontières, c'est une très bonne question. Je vérifie ça. Voilà, ça fait partie des questions qu'il faut que je clarifie, que vous, effectivement, vous ne vous retrouviez pas refoulé en arrivant à l'atterrissage en France. Très bonne question. Je ne peux pas vous répondre tout de suite sur l'instant. Je vous promets, je vais à la pêche aux informations. Je dois rentrer en France pour obligation. Mon épouse est chinoise avec une carte de séjour valable. Peut-elle venir avec moi? Alors, la Chine fait partie des 14... alors, vous posez... Bon, la Chine fait partie de la liste des 14 pays avec lesquels il y a une autorisation. Mais juste pour information, vous aurez bien vu que la liste parle de pays, mais on peut très bien être résident mexicain, résident en Chine. Donc il s'agit bien des personnes en provenance de Chine et pas des nationalités. Je vous laisse imaginer le raisonnement de la police de l'air et des frontières. Lorsque vous passez le guichet, elle ne sait pas de quel avion vous sortez, elle voit juste votre nationalité. Et la liste des pays, c'est bien une liste de pays, de personnes en provenance de ces pays. Ce n'est pas une question de nationalité, j'insiste bien là-dessus. Mais du coup, c'est un point qu'il faudra faire préciser, bien clarifier avec la police de l'air et des frontières. Alors, mon complexité, ben oui, mais je sais bien. Je sais bien que vous avez besoin de réponses, Christophe. Je sais bien, cette incertitude est juste insupportable à vivre. Et nous, on essaye derrière, avec nos petits bras, nos petites jambes, d'essayer de faire avancer les dossiers et de les faire entendre à nos interlocuteurs. Et là, oui, on essaye tous de travailler à ça. Et je peux vous dire qu'on se bat. Et je ne suis pas la seule. Attention, je ne suis pas la seule. Je peux vous dire que tous mes collègues députés font la même chose. Les sénateurs font la même chose. Tout le monde s'y colle. Donc, sans compter que vous avez des associations de Français qui font la même chose. Donc, franchement, tout le monde a retroussé ses manches pour essayer de faire avancer le sujet. Et vous voyez la vitesse à laquelle ça va. Ça fait 5 mois que vous êtes toujours dans l'incertitude. Alors, l'incertitude au début n'était pas liée à des problèmes administratifs, mais vraiment un problème strictement sanitaire. Les règles étaient claires. Maintenant, on rentre plus dans des problèmes administratifs qu'il faut absolument clarifier au plus vite. Moi, je vous rejoins totalement. Un ami devait se marier en France fin août avec une Vietnamienne. Son visa a été refusé. Que faire? Alors, que faire? Bien, écoutez, je discutais. Alors, je ne sais pas où est cette Vietnamienne, dans quel pays elle se trouve, avec quel consulat de France elle interagit.
Mais voilà, il faut certainement en tout cas apporter toute la preuve de publication des bans, etc., des documents qui prouvent qu'il y a bien mariage prévu fin août. Et puis tout à l'heure, quelqu'un était dans la même situation, a dit que le conjoint avec qui il doit se marier a eu son visa, mais on voyait que ça ne suffit pas, le visa ne suffit pas. Mais en tout cas, pour obtenir le visa, tout dépend du consulat de France, du service des visas, du pays dans lequel réside cette personne vietnamienne. Il faut rentrer en contact avec ce consulat de France et demander pourquoi. Ensuite, il faut savoir que quand il y a un refus de visa, l'appel est possible. Hein. Il y a un appel, il y a une procédure d'appel possible dont il faut se saisir. Alors, je vais devoir, il est 11h02 et j'ai bientôt une réunion publique qui commence avec les résidents, les Français qui habitent à Wuhan. En fait, depuis 48 heures, je voyage avec Wuhan en Chine, le berceau, là d'où tout est parti. Et nous avons un certain nombre de Français qui habitent encore là-bas, qui sont aussi, pour certains d'entre eux, dans des situations pas commodes. Et donc, j'ai rencontré le lycée français de Wuhan, la communauté d'affaires, notre poste consulaire, l'Alliance française, bref, tout ce que représente la présence française là-bas. Et maintenant, je termine ces 48 heures avec une réunion publique que je commence avec eux bientôt, donc il faut que je vous quitte. Je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. On tâchera d'y répondre. Sinon, n'hésitez pas, peut-être, envoyez-moi un email que je puisse y répondre. Je vous prie par avance, je vous présente mes excuses si je n'arrive pas à répondre dans les 48 heures que je demande à mon équipe de maximum de données pour répondre aux emails, parce que là, en ce moment, on est hyper chargé, on reçoit énormément de demandes et d'emails, donc c'est super difficile de tenir les 48 heures. On fait vraiment au mieux. N'hésitez jamais, en tout cas, à renvoyer à nouveau votre email une deuxième fois. C'est plus facile de répondre. Plus vous êtes récent dans la file d'attente, plus on a de chances de vous répondre, parce que c'est pas toujours facile. Donc, voilà, envoyez-moi un email. Et puis, une toute dernière réponse à Tatiana, qui est russe, qui a son titre de séjour en France, qui voudrait simplement aller en Russie pour revenir après en France. J'aime mieux vous dire, Tatiana, soyez prudente pour le moment. Ne rentrons pas dans des complexités. Je ne sais pas vous dire, puisque vous voyez bien que la décision va dépendre de la compagnie aérienne où vous allez embarquer, par exemple à Moscou au départ, si c'est de Moscou que vous partez. Puis ensuite de l'officier d'immigration, on l'a évoqué tout à l'heure, qui contrôle l'arrivée à la frontière française à Paris. Donc là, ce serait aujourd'hui, je vous dirais, écoutez, Tatiana, attendez un peu que tout ça se clarifie. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et on n'est pas sorti d'affaire avec tous ces problèmes administratifs. Merci à vous tous pour votre présence. Merci à vous tous pour votre patience à avoir re-regardé le live si vous l'avez regardé en différé. À votre service à tous. Et toujours à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous en avez, qui vous viennent à l'esprit dans les heures et jours qui viennent. À tous, en tout cas, je vous souhaite un bon été. Je n'ai pas prévu de faire un autre live pour le début août, mais enfin, vous savez maintenant, dans les circonstances actuelles, si les conditions l'exigeaient, je serai là et je vous ferai un live pour répondre à votre question. Je m'adapterai aux circonstances du moment. Bon mois de juillet à tous, ça je peux vous le dire, et où que vous soyez dans le monde, bonne fête du 14 juillet à tous. On a dans 10 jours notre fête nationale qui arrive. Profitez-en et soyons fiers d'être français. À bientôt.